monopole du podium et qui va nous parler de la place de l'antibiothérapie dans la pathologie Covid-19. Noël, tu as les mêmes temps, et je pense qu'on terminera à l'heure, puisqu'on est à 35. Bon, pile à l'heure. Conférence sur la Covid-19 autour d'un sujet très intéressant qui a coulé pas mal d'encre pour cette antibiothérapie que tout le monde a prescrit et que en fait, il ne fallait pas la prescrire. On va voir tout cela en détail. En fait, cette pandémie Covid-19, en dehors de l'effet dévastateur sur tous les systèmes de la santé qu'elle avait eu dans notre société et dans son ensemble, elle avait également un problème pour une surprescription d'antibiotiques qui était probablement responsable de résistance bactérienne dans son ensemble. C'est maintenant qu'il faudra faire le bilan pour voir quels sont les dégâts qui ont été occasionnés par le traitement antibiotique d'une façon importante dans tous les services pour ces patients Covid qui ont été hospitalisés. En dehors du fait de l'antibiorésistance, il y a également un problème d'effets secondaires qui ont été rapportés chez les patients. Donc il est également important d'améliorer la pertinence et optimiser la prescription des antibiotiques chez ces patients-là. On est peut-être amené à avoir une autre vague par la suite, on sera peut-être amené à traiter ces patients, et pour cela il faudra peut-être que notre approche de traitement antibiotique sera différente et sera plus raisonnée. Cette surconsommation d'antibiotiques a été constatée depuis le début, depuis la pandémie qui a commencé avec Wuhan. On avait consommation essentiellement de l'azithromycine. C'est un antibiotique qui a des vertus antivirales, qui a traité dans des virus comme l'Ebola et d'autres, avec des capacités d'efficacité qui ont été démontrées in vitro. Les co-infections bactériennes, avec les autres coronavirus en dehors du Covid, coronavirus SARS-CoV-1 et MERS-CoV, cette co-infection n'a pas été tellement mise en évidence. Par contre, pour la grippe épidémique, elle était quand même, c'est clair que les surinfections sont plus fréquentes dans la grippe épidémique, rapportées autour de 20 à 30%. L'antibiothérapie dans la Covid-19 pose un dilemme. Alors, qui mettre sous traitement antibiotique? Quand est-ce qu'on va démarrer le traitement? Quelles sont les molécules à choisir? Quels sont les germes qui sont responsables de ces infections? Et pour quelle durée on va maintenir le traitement antibiotique? Alors, il y a le contexte général, c'est que le diagnostic différentiel entre l'infection bactérienne et la pneumopathie Covid est difficile parce que le tableau radioclinique est pratiquement semblable. L'infection bactérienne associée à l'atteinte Covid est diagnostiquée dans l'ensemble dans moins de 10% des cas. Elle est plus diagnostiquée essentiellement dans les unités de soins intensifs, autour de 6 à 29% des cas. En contrepartie, cette antibiothérapie elle est largement prescrite. Dans les séries, c'est estimé à 74,6%, et c'est une antibiothérapie qui est probabiliste et à large spectre. Ceci expose réellement au développement de résistance bactérienne dans les services dans lesquels on l'utilise et dans la société. Alors, quelles sont les espèces bactériennes, les espèces plutôt infectieuses qui ont été rapportées dans les co-infections? Il y a les virus, donc dans 17% des cas, c'est des virus comme le virus de la grippe, le VRS, le rhinovirus, l'entérovirus. Elle est bactérienne dans 11,7% des patients, et elle est fongique dans 1,8% des patients. Les espèces bactériennes retrouvées sont pratiquement les mêmes espèces bactériennes qu'on retrouve dans les pneumopathies aiguës communautaires qui sont Streptococcus pneumoniae, Mycoplasma pneumoniae, Staphylococcus aureus, Legionella, Haemophilus, etc. En unité de soins intensifs également, c'est les mêmes germes qu'on retrouve dans les unités de soins intensifs, les germes nosocomiaux, Staphylococcus aureus plutôt métillaire, Klebsiella pneumoniae, Pseudomonas aeruginosa et Acinetobacter baumannii. Alors, est-ce qu'il y a des arguments cliniques qui orientent plutôt vers une infection bactérienne qui fait qu'on puisse distinguer entre l'infection bactérienne et la Covid-19? Il y a les symptômes les plus fréquents qui sont retrouvés de part et d'autre, la fièvre, la toux, la fatigue, les douleurs musculaires, l'essoufflement et la dyspnée et la détresse respiratoire. Sur le plan radiologique, ça donne des aspects de pneumopathie atypique, qu'on peut retrouver également dans les pneumopathies atypiques à germes atypiques, les opacités bilatérales, périphériques, basales, en verre d'hypolie, associées ou non à des images de condensation parenchémateuse.
Donc il y a un vrai problème de pouvoir poser le diagnostic et différencier entre les deux tableaux. Sur une étude de cohorte rétrospective qui a inclus 11 123 patients, l'infection bactérienne est suspectée devant la présence plutôt du fièvre supérieure à 37 degrés, d'une toux récente avec une expectoration et des crachats purulents, une majoration de la dyspnée avec ou sans douleur thoracique, la présence d'une hyperleucocytose avec polynucléose et d'un taux de procalcitonie supérieur à 0,1 nanogramme par millilitre, et présence, bien sûr, sur le plan radiologique, de signes de pneumopathie bactérienne. Le moyen le plus fiable reste toujours les résultats microbiologiques, mais c'est des examens qu'on ne peut pas demander en ambulatoire, c'est surtout chez les patients hospitalisés. Une antibiothérapie doit être envisagée si le clinicien a une forte suspicion de co-infection bactérienne chez un patient présentant des signes radiologiques et ou des marqueurs inflammatoires compatibles avec une co-infection bactérienne. Sur le plan, quels sont les examens complémentaires qu'on va demander? On pourra demander une énumération sanguine et qui va retrouver, en cas d'infection bactérienne, hyperleucocytose avec hyponucléose, mais sauf si ce sont des signes qui sont plutôt à faible valeur prédictive positive et qui ont plutôt une meilleure valeur prédictive négative, c'est-à-dire que leur absence est plutôt en faveur de l'absence d'infection. La procalcitonie elle est plus élevée en cas de surinfection bactérienne, c'est pareil, ça a une valeur quand c'est une valeur prédictive négative, pas pour confirmer le diagnostic. Sur cette étude de Von et collaborateurs qui était publiée en 2020, estime qu'un taux de globules blancs inférieur à 8800 associé à un taux de polynucléaire inférieur à 6800 avec une procalcitonie inférieure ou égale à 0,5, a plutôt une valeur prédictive négative de surinfection bactérienne autour de 88%, alors qu'elle a une faible valeur prédictive positive pour pouvoir évoquer le diagnostic d'infection bactérienne. Les autres examens, l'hémoculture, elle est positive dans 1,2%, 1,2 à 4,2%. Les sécrétions bronchiques ont un faible apport, c'est surtout dans les unités de soins intensifs, compte tenu du fait de présence de souillure au niveau de l'examen des crachats chez ces patients-là. Donc, le plus important, c'est de faire plutôt des aspirations bronchiques et des prélèvements distals protégés aux patients qui sont hospitalisés aux unités de soins intensifs. C'est là où il y a l'intérêt de ces prélèvements bactériologiques. Il est recommandé de faire ces prélèvements chez les patients plutôt hospitalisés, plutôt intubés, uniquement chez les patients qui présentent une toux productive, qui reçoivent une antibiothérapie probabiliste, ou les patients qui sont intubés au milieu de réanimation. Les autres examens, les antigènes urinaires à pneumocoque, a un faible rendement. Également les sérologies lésionnelles, également parce que l'infection germatypique, elle est vraiment très faible dans les épiopathies bactériennes. Alors, quel est l'intérêt en ambulatoire? On va comprendre chapitre par chapitre. On va commencer par l'efficacité de l'antibiothérapie en ambulatoire. Au cours de la phase initiale, il n'y a aucun intérêt à prescrire les antibiotiques au début, chez les malades non hospitalisés. Secondairement, si apparition des signes respiratoires évocateurs de maladies respiratoires avérées ne semble pas être associée au développement d'une co-infection bactérienne. La co-infection bactérienne elle est à l'admission faible. Les résultats trouvent qu'il y a 3,7% de surinfection chez les malades qui viennent d'être hospitalisés. Chez les patients qui présentent une infection en SARS-CoV confirmée, il n'y a pas d'indication à prescrire ou à poursuivre une antibiothérapie qui a déjà été démarrée. Donc, si on n'a pas la confirmation de l'infection SARS-CoV avec une pneumopathie bactérienne, avec une fièvre, un tableau infectieux, on peut démarrer l'antibiothérapie probabiliste empirique au départ. Mais dès qu'on a le résultat de la PCR, là on pourra changer de stratégie. Il est recommandé donc de limiter la prescription d'antibiotiques ambulatoires aux patients présentant une infection respiratoire communautaire avec une probabilité avérée ou élevée de Covid-19. Donc là, on n'a pas encore la confirmation. L'absence d'arguments forts en faveur du pneumonie et SARS-CoV dans l'atteinte du résultat de PCR, dans ce cas, il est prudent plutôt d'instaurer ce traitement antibiotique probabiliste en attendant d'avoir la confirmation par le test PCR qui est positif. Maintenant, on va parler un peu de l'azithromycine. L'azithromycine, c'est un antibiotique qui a été largement prescrit, c'est un antibiotique qui avait montré son efficacité en associant avec l'hydroxychloroquine au début.
Il a une efficacité, une large efficacité antivirale dans plusieurs virus tels que l'Ebola, antirovirus, virus SARS-CoV-1 au début. Il s'est agi contre la réplication virale. Actuellement, nous avons 80 essais cliniques qui ont été publiés et en cours. Jusqu'à maintenant, la majorité. Le problème, c'est que la majorité ont ciblé les patients hospitalisés. On n'a pas beaucoup d'études dans le traitement précoce. Mais dans ces études-là, aucun avantage confirmé de l'azithromycine dans le traitement de la COVID-19. L'azithromycine continue quand même à être prescrite. Il y a deux essais cliniques, Principal et Atomic 2, qui ont été publiés en avril 2021, qui n'ont pas trouvé d'avantage dans la prescription de cet antibiótique. Alors maintenant, on va parler de l'approche initiale pour un malade qui est hospitalisé. On sort de l'ambulatoire, on va parler de l'hospitalisation. Chez les malades hospitalisés pour une infection à SARS-CoV-2, quelle approche initiale? D'abord, il faudra demander les analyses microbiologiques. On est là dans un patient hospitalisé, là, il faudra faire quand même le prélèvement et démarrer quand même une antibiothérapie probabiliste si jamais c'est juste chez ces patients-là. C'est les patients qui présentent des formes graves d'infection SARS-CoV-2, c'est les patients qui présentent une immunodépression sévère avec des signes radiologiques importants et des examens biologiques évoquant sur infection bactérienne hyperleucocyteuse avec une augmentation du taux de procalcitonie. Conformément aux recommandations de l'ATS, l'antibiothérapie doit couvrir 3 germes, à l'exception du Staphylococcus métier. Alors, c'est les mêmes germes pratiquement, Staphylococcus aureus, qui ont tué dans 31% des cas, Streptococcus pneumoniae et Haemophilus influenzae. Donc, pour cela, une antibiothérapie classique à base de bêta-lactamine ou un fluo associé à un macrolide, ou bien une quinolone active sur le pneumocoque est recommandée. Une antibiothérapie pour le Staphylococcus métier, Pseudomonas aeruginosa, elle doit être justifiée par un terrain particulier, par une pneumopathie nosocomiale, par une infection qui est survenue 72 heures après l'hospitalisation, ou des contextes particuliers comme la dilatation des branches. Si on a une RT-CDR positive, pas d'indication à poursuivre une antibiothérapie en l'absence de foyer infectieux bactérien prouvé. Si les prélèvements bactériologiques n'isolent pas ce germe dans les 48 à 72 heures après l'hospitalisation, il faudra arrêter le traitement antibiotique et faire une désescalade thérapeutique. Pour les germes atypiques, ne sont pas considérés comme un pourvoyeur de surinfection bactérienne chez les malades Covid, donc il n'y a pas d'indication à prescrire un macrolide ou une quinolone seule pour traiter ces malades. Il faudra les associer à une bêta-lactamine. Il est recommandé de prescrire en première intention une bêta-lactamine chez les malades hospitalisés pour une infection SARS-CoV au milieu médical, chez qui une surinfection bactérienne est suspectée sur les données radiologiques et ou bactériologiques. En conclusion, on retrouve les mêmes agents pathogènes bactériens dans les pneumopathies aiguës commentaires régulières, et il n'y a aucune preuve de stratégie particulière de super traitement qu'on va donner pour ces patients-là. C'est pratiquement le même traitement qu'on donne pour les infections, soit communautaires au milieu communautaire ou bien nosocomiales. Donc il est toujours recommandé de suivre les directives locales ou nationales ou internationales pour le traitement antibactérien de la pneumopathie aiguë communautaire compliquant une pneumopathie Covid. Alors quelle est la durée de l'antibiothérapie? La durée, elle dépend de fonction de l'évolution clinique, elle dépend également de biologique ou radiologique. Au bout de 48 à 72 heures, si tous les prélèvements sont négatifs, il est recommandé d'arrêter cette antibiothérapie probabiliste. Cette antibiothérapie est arrêtée au bout de 5 jours si aucun élément clinique, biologique ou radiologique n'est en faveur de la surinfection bactérienne évolutive. Alors, si on parle d'une surinfection, une infection avérée doit être traitée précocement, surtout chez les patients qui présentent une immunodépression et des terrains particuliers pour éviter une dégradation rapide de la COVID-19 et du pronostic vital du patient. Une surinfection bactérienne secondaire est traitée de la même façon qu'une pneumopathie nosocomiale. Le taux de procalcitonie est utile pour décider d'une réduction de la durée du traitement, mais il est insuffisant pour décider de commencer ou de démarrer une antibiothérapie chez les patients atteints d'après l'Institut, l'IDSA, la Société d'infectiologie américaine. Alors maintenant, on va passer aux formes sévères de Covid, ces malades qui sont hospitalisés dans les unités de réanimation ou à risque de développement de résistance.
D'après cette étude, les germes les plus retrouvés, on les a vu tout à l'heure, enfin les germes retrouvés par hémoculture. Dans ce cas, c'est les Staphylococcus congulas négatifs, entérocoques. Et dans les prélèvements respiratoires, on trouve Klebsiella pneumoniae, Pseudomonas aeruginosa et Staphylococcus aureus metier. Et aussi l'Acinetobacter baumannii. L'infection nosocomiale est survenue 1 à 2 semaines après l'admission. Ceci est également retrouvé dans cette revue, dans des études post-mortem chez les patients sur des séries autopsiques qui retrouvent également l'Acinetobacter baumannii, Staphylococcus aureus metier. Dans les prélèvements qu'on fait dans les services, il faut savoir que la vancomycine elle est utilisée en cas de suffisance de Staphylococcus, infection staph, et ceftazidime ou imipenem en cas de suspicion de Pseudomonas aeruginosa. Alors, il faudra adapter toujours les antibiotiques par rapport aux résultats de culture, les prélèvements bactériologiques, antibiogramme. Toute infection infirmée par les prélèvements doit aboutir à une désescalade thérapeutique. La durée d'antibiothérapie sera fonction du site de l'infection, de sa présentation et de son retentissement hémodynamique. Pour conclure, l'incidence de co-infection bactérienne chez les malades hospitalisés, elle est relativement faible. Elle ne justifie pas l'importance de prescriptions qui ont été constatées au cours de la Covid-19. Elle est plus fréquente chez les patients nécessitant une hospitalisation plus prolongée, essentiellement ceux en unité de soins intensifs. Le traitement antibactérien empirique et l'enquête bactériologique doit être réservé aux patients les plus graves, les patients les plus fragiles, les immunodéprimés et ceux qui ont un tableau clinique évocateur de pneumonie bactérienne. Et toujours pour conclure, toujours dans la conclusion, les co-infections bactériennes à l'admission sont rarement en rapport avec les germes atypiques. Les germes qu'on retrouve dans les pneumopathies nosocomiales, c'est toujours les mêmes. Optimiser les thérapies bactériennes chez les patients atteints de Covid-19 est capital pour réduire les risques de résistance bactérienne. Voilà, toujours je vous envoie pour le site de l'STMRA, sur lequel vous allez trouver toutes les référentiels sur la pathologie Covid, il y en a 21 qui sont publiés, et vous allez retrouver ce référentiel avec 35 pages, ou 18 pages, je ne sais pas, j'ai oublié, sur lesquels il y a plus de détails sur ce que j'ai exposé actuellement. Voilà, je vous remercie. Merci Joël, tu as tenu le temps comme il faut. Nous avons donc maintenant quelques minutes pour pouvoir discuter. On a 6 minutes. Alors, première question. Tout à l'heure, vous avez été spolié d'une question. Alors, un petit micro, là, s'il vous plaît. On a parlé d'ailleurs hier, mais je voulais savoir ce qui se passe chez vous. Est-ce que l'azithromycine était systématique ou... Oui, tout à fait. C'est la même constatation. C'est en fait le médecin, il est devant une impuissance thérapeutique chez un malade qui présente un syndrome infectieux et pas grand-chose à proposer aux patients. Et c'est plutôt, ça va rassurer le médecin plus qu'autre chose. Mais c'est vrai que là, ce que vous présenté là, c'est un peu ce que la littérature a conclu par rapport à tous les travaux qui ont été faits. C'est vrai que notre prescription a été abusive et il ne fallait pas vraiment donner autant d'antibiotiques à ces patients-là. L'azithromycine a probablement un rôle avant l'apparition de l'infection parce qu'elle agit sur la réplication virale, mais elle n'a pas vraiment d'efficacité. Ça a été prouvé chez les patients hospitalisés parce que c'est un antibiotique à large spectre et ça favorise les résistances. C'est un antibiotique qu'il faudra garder dans notre arsenal thérapeutique. Et si jamais on le prescrit à pratiquement à 10 milliers et centaines de milliers de patients, on risque d'avoir une réponse qui ne va pas être suivante. Question. Non, je voulais remercier ma collègue qui a posé la question parce que l'azithromycine. Nous, on est des médecins de pratique libérale. Donc, le malade arrive, c'est une croyance populaire, l'azithromycine. Si vous ne donnez pas ça, il ne viendra pas vous voir. Non. Et ça, c'est irrémédiable. Vous ne pouvez pas faire autrement. Voilà. Mais simplement, il y a des études qui ont montré que aller à 500, c'était inutile. Il fallait rester à 250 pendant 6 jours. Parce que c'est un antiviral. Éviter la réplication, c'était plus important. Ce n'est pas un antibiotique du tout. Parce que la réplication du virus, ce que n'a pas été dit, c'est qu'elle touche le microbiote. Et c'est le déséquilibre du microbiote qui va donner par la suite l'infection qu'on observe 8, 10, 15 jours après. Donc si on le donne 6 jours à 250, on est mieux que donner 3 jours à 500.
Non, ce qu'on donnait nous, c'est un jour, le premier jour 500 et 6 jours 250. Chez nous. Un but non pas antibiotique, mais dans un but antiviral et anti-inflammatoire. Voilà, donc sur un certain nombre de données, un certain nombre de travaux qui avaient été faits sur le SARS-CoV-1. Alors, concernant finalement cette histoire de co-infection associée, bactérienne ou non, bien entendu, on reste sur notre fin. Nous n'avons rien, aucun élément objectif d'orientation pour savoir est-ce que ces patients avaient ou non besoin, les patients graves, avaient ou non besoin d'antibiothérapie. On reste sur notre fin, d'autant plus qu'une grande partie de ces pneumonies Covid n'était pas confirmée sur le plan virologique. Donc il y a toujours eu, et il y aura le diagnostic différentiel d'infection respiratoire basse à germatique intracellulaire. Donc il restera beaucoup de questions à étudier à l'avenir, parce que je pense que jamais une infection virale n'avait... il y avait la grippe, mais les infections virales ne suscitaient pas autant d'intérêt scientifique pour les études. Donc tout reste à faire pour l'ensemble des infections virales, non pas seulement pour le SARS-CoV. En fait, avec la Covid, c'était une pandémie. C'est-à-dire tout ce qu'on avait comme pneumopathie à ce moment-là, c'était tout des Covid. Donc c'est de 3% chez les malades en ambulatoire, et elles sont plutôt l'apanage des patients hospitalisés, et surtout malades hospitalisés en unité de soins intensifs. Question S'il vous plaît. Je ne pense pas à l'antibiotique. Mais lorsque l'on arrive à cette phase de l'orage cystocolique, et pratiquement tous les paramètres sont perturbés. Et on nous a appris comme quoi que le virus ligue d'une infection bactérienne. Est-ce que dans votre expérience, est-ce que vous donnez des antibiotiques pendant cette phase? Je parle de cette phase vraiment de l'orage cystocolique. Première question. Qu'est-ce que vous pensez de l'hydroxychloroquine? Merci. J'évoque de n'avoir rien à voir, c'est frustrant de ne rien avoir à donner aux patients. On se rabat tous à l'antibiothérapie. Le problème, c'est que c'est vrai que c'est notre attitude, mais d'après ce qui ressort dans la littérature, ça n'a pas de sens, ça ne va pas aider le patient. L'orage cytokinique, c'est une inflammation cytokinique du poumon, et ce que vous allez avoir sur la radio, c'est de l'inflammation en rapport avec l'infection virale elle-même. La fièvre, c'est en rapport avec la Covid, tous les symptômes également. Il faudra essayer de déceler les premiers signes d'infection, à savoir l'énumération de fourmis sanguines, la perturbée, la procalcitonie, l'ensemble. C'est un faisceau d'arguments en fait. L'LFS n'a pas de valeur prédictive positive. La procalcitonie non plus. Ils ont plutôt une valeur prédictive négative. Quand elles sont négatives, ça peut éliminer une infection bactérienne. Vous avez dit pour l'hydroxychloroquine, le problème avec les molécules telles que l'hydroxychloroquine ou l'azithromycine, c'est que les molécules qui n'ont pas eu. C'est des petites études qui sont parcellaires, qui ont été publiées dans des serveurs de publication, mais il n'y a pas vraiment de grande série. Je ne sais pas ce qui s'est passé, on les a peut-être empêchés d'être publiés, mais on ne dispose pas actuellement sur la littérature de données évidentes et qui peuvent être rassurantes pour la prescription de médicaments. Je ne sais pas, peut-être qu'on avait raté cela, mais actuellement sur les données dont on dispose, cette association n'a pas prouvé son efficacité chez les malades. Ce qu'il faut prouver, il faut des études, il faut une grosse série. Le problème, c'est que les grosses séries ont été faites chez les malades hospitalisés, et si les malades, quand il y a une infection, l'orage cytokinique qui est développé, on n'aura pas certainement d'efficacité de ces deux molécules. C'est le traitement précoce aussi. Parfois électronique, c'est-à-dire que pas tous les patients vont venir aux urgences. Il y a un tri qui est sélectionné chez eux, ils consultent un médecin par téléconsultation. Il n'y a que les malades qui présentent un tableau nécessitant le recours aux urgences ou l'hospitalisation qui viennent de consultation. Donc, ici, le problème, c'est que tout le monde se rabat sur les structures de santé et qui a fait que nous avons eu du mal à accueillir les patients, qu'on a été obligés d'hospitaliser les malades chez eux et qu'on a fait aussi quelque part n'importe quoi pour ces patients-là. C'est une maladie qui est imprévisible, qui pourrait facilement se transformer au bout de 24 à 48 heures et on pourrait facilement perdre les patients. C'est des patients qui ne ressentent pas l'hypoxémie et qui peuvent venir dans un tableau grave au début alors qu'il fallait peut-être les hospitaliser plutôt avant de les garder à domicile. Merci beaucoup. Eh bien, on va remercier les orateurs et puis on va vous souhaiter maintenant une bonne assemblée générale.